Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Se soigner au Royaume-Uni est un épisode d'une série consacrée au sujet de la santé des expatriés dans le monde. Pour en parler, je me suis entretenue avec des expatriés qui m'ont raconté leur expérience et je vais échanger avec Raphaël Lebars, référent de la CFE au Royaume-Uni. Bonjour Raphaël. Bonjour Amélie. Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Raphaël Lebars, je suis directeur distribution et partenariat chez santexpat.fr. Ça fait une douzaine d'années maintenant que je travaille dans la santé internationale, donc au contact des expatriés et notamment au Royaume-Uni. Et donc santexpat.fr, nous, on est un courtier d'assurance basé à Paris et on est un comparateur d'assurance santé dédié aux Français de l'étranger pour les assurer pour tout type de séjour, qu'ils partent en famille, qu'ils soient retraités, étudiants, actifs, globetrotters, et peu importe la durée, qu'ils partent donc plus de 12 mois ou moins de 12 mois, qu'ils soient affiliés à la CFE ou non. On a des solutions en ligne et une équipe d'experts en fait qui les accompagne pendant toute la durée du séjour. Pour être inscrit dans le système public de santé anglaise, il faut aller s'enregistrer dans un cabinet médical. Souvent, on prend celui qui est le plus proche de chez nous ou celui où il y a un consultant qui parle votre langue. On a aussi la chance d'avoir une assurance santé qui couvre pas mal de frais via le travail de mon mari. La question était de savoir quand utiliser le système public ou le système privé et comment ça marche. On a eu le cas où, pour une petite otite, en fait, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec le GP ou au cabinet médical. Il faut juste aller à la pharmacie et le pharmacien peut ausculter. Il peut directement prescrire des gouttes pour les oreilles pour soulager les douleurs. Alors on voit dans ce témoignage qu'a bien voulu nous donner Anne-Laure, on voit que plusieurs acteurs touchent à la santé en Angleterre, parce qu'on peut alterner entre système public, système privé, et même les pharmacies, pour avoir accès à certains soins. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un système public en Angleterre qui s'appelle le NHS, qui est formidable. On en a beaucoup entendu parler pendant le Covid avec des campagnes de soutien, notamment pour le NHS, qui était très mobilisé. Quand on y est éligible, c'est un système qui est entièrement gratuit. Donc c'est très vertueux. Donc en effet, comme le disait Anne-Laure, je crois, on doit s'enregistrer et donc on a un médecin de famille, entre guillemets, un GP, qui nous est attribué en fonction de l'adresse à laquelle on se trouve. Et c'est vrai que pour la majorité des soins et du parcours de soins, c'est le GP qui va entièrement organiser ce parcours. Comme un aiguilleur, entre guillemets, dès qu'on doit aller voir un spécialiste, c'est le GP en fait qui va toujours nous aiguiller vers tel et tel spécialiste, vers tel et tel hôpital. En Angleterre, c'est vraiment le NHS qui est entièrement gratuit, mais on n'a pas toujours le choix du médecin et les délais sont très longs. Et un système privé qui, lui, est très rapide pour avoir des rendez-vous, de bonne qualité aussi. Parfois, les médecins font à la fois partie du NHS et du système privé. En revanche, les rendez-vous dans le système privé sont beaucoup plus onéreux. On peut être entre 100 et 200 pounds, par exemple, pour un rendez-vous spécialiste. Donc en effet, il faut une couverture, soit une couverture locale qui couvre bien, soit une couverture de santé internationale qui couvre le système privé. Donc au niveau du système de santé en Angleterre, ici c'est complètement gratuit d'aller chez son médecin traitant et les médicaments sont aussi gratuits pour les enfants jusqu'à 18 ans. Après, une autre grosse différence, c'est que le premier médecin que tu vois ici en Angleterre, c'est toujours le médecin généraliste. Et s'il pense que c'est nécessaire, là le généraliste peut t'envoyer voir un spécialiste. Par exemple,
un gynécologue ou un dermatologue. Donc en fait, moi ici, j'ai pas de gynéco. Bien sûr, il est tout à fait aussi possible d'aller voir des médecins dans le privé. Par exemple, je pourrais aller voir un gynéco dans le privé si je voulais être suivie plus régulièrement. Mais pour ça, il faut avoir une assurance maladie privée, généralement, qu'on peut obtenir quand on travaille. Donc, s'il y a une urgence, par exemple, si le généraliste me trouvait une grosseur dans le sein, là, le public prendrait tout en charge et c'est très rapide. On est vu très rapidement par un spécialiste et tous les examens sont mis en place très rapidement. Par contre, s'il n'y a rien d'urgent, par exemple, si j'ai quelques varices que je voudrais me faire enlever sur les jambes, alors là, ça mettrait vraiment du temps à voir un spécialiste dans le public. Et c'est là que j'utiliserai mon assurance pour aller voir un phlébologue dans le privé. Donc, comme vous le disiez, très bon système de santé publique, mais on voit que la grosse différence, c'est en fait les délais et le temps. C'est exactement ça. En fait, tout ce qui est grave, tout ce qui est important, tout ce qui est urgent est très bien pris en charge par le NHS. Donc ça, faut vraiment le signaler. C'est un très bon système de santé. En revanche, dès qu'il y a des choses moins urgentes qui nécessitent un suivi un petit peu plus régulier et peut-être plus de proactivité, en effet, là, le système privé est important aussi parce que il permet déjà de choisir son médecin et d'avoir des délais beaucoup plus acceptables. Parce que j'étais à Londres il y a encore 2 semaines avec la CFE lors d'une conférence qui a été organisée pour les Français de l'étranger. Et c'est vrai qu'une personne m'a dit que ça faisait 4 ans qu'elle était sur un soin lié à son genou parce que justement elle passait par le NHS. Donc 4 ans, ça fait beaucoup. C'est ce qu'il faut faire attention en Angleterre, c'est les horaires de la pharmacie qui ferment assez rapidement et vers 3 heures et qui n'est pas ouvert les week-ends. Et puis les horaires aussi pour les médecins, parce que les rendez-vous sont normalement les matins ou l'après-midi avant 5 heures. Alors, autant dire que moi qui habite au Mexique, ce serait un petit choc si j'arrive en Angleterre, parce que moi ici c'est ouvert pratiquement 24 heures, 7 jours sur 7. Oui, c'est un petit. Effectivement, il faut s'adapter au rythme anglais. Oui, bah c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend régulièrement. Il y a aussi des pharmacies privées. Alors il n'y a pas que Londres au Royaume-Uni, mais il y a beaucoup de Français à Londres et on a une de nos compatriotes qui a ouvert une pharmacie qui est très connue à Londres qui s'appelle The French Pharmacy, qui ouvre un petit peu plus longtemps que celle évoquée. Je pense qu'elle ouvre au moins jusqu'à 19 heures. Et en plus, on peut retrouver notamment des médicaments français. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée, parce que nous, les Français, on est assez attachés, enfin comme toutes les nationalités, je pense, mais à retrouver des noms de médicaments qu'on connaît, de molécules qu'on connaît. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter la French Pharmacy à Londres. Alors concrètement, quelles sont les options possibles pour une couverture santé au Royaume-Uni ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup. La première, donc, c'est de s'affilier au NHS quand on y est éligible. Donc, comme ça, voilà, s'il y a quoi que ce soit, une urgence, une hospitalisation, on est couvert par le système public. Comme le disaient certains témoignages, beaucoup d'employeurs locaux fournissent en fait une assurance privée qui permet en fait d'aller en complément du système public pour pouvoir se diriger parfois vers des spécialistes du système privé. Donc ça, c'est entièrement ou partiellement pris en charge par l'employeur. Il y a des noms d'assurance comme Bupa, par exemple, AXA, qui reviennent très souvent en local. Et après, pour les personnes qui n'ont pas d'employeur parce qu'elles sont entrepreneurs ou pour lesquelles l'employeur n'a pas forcément proposé une couverture pertinente, il y a en effet la possibilité donc de s'assurer à la CFE, de s'affilier à la CFE. Ça, on le conseille de le faire dès le départ au Royaume-Uni et de ne pas attendre quelques années, même si c'est toujours possible de le faire plus tard. Mais disons qu'il y a une carence
pour ouvrir ses droits à la CFE si on ne le fait pas tout de suite. Il y a 3 mois de carence pour ouvrir ses droits si on a moins de 45 ans et 6 mois de carence si on a plus de 45 ans. Et donc nous, par exemple, Santé Expat, on peut proposer des compléments d'assurance à la CFE puisque le niveau de prise en charge de la CFE est assez faible par rapport à ce que facturent en fait les médecins du système privé, parce que la CFE se base plutôt sur les bases de remboursement de la sécurité sociale française et il y a vraiment un gros gap entre ce que coûte un médecin spécialiste en France et ce que coûte un médecin spécialiste au UK. Donc pour qu'il y ait le moins de reste à charge possible, vraiment nous ce qu'on préconise c'est de prendre une complémentaire donc à la CFE qui intervient en frais réels pour éviter donc les restes à charge, pour couvrir aussi tout ce qui pourrait être lié à l'optique, le dentaire, voilà, qui sont pas forcément pris en charge par le NHS. Normalement, comme je vais en Espagne et en France assez souvent, je me fais soigner, faire les détartrages en France ou en Espagne. Et puis les lunettes aussi sont moins chères en France ou en Espagne qu'ici. Donc je les ai fait faire la dernière fois parce qu'on a nos habitudes et nos médecins. Et puis voilà, pour des choses comme ça, peut-être c'est plus intéressant de les faire en France quand on fait une visite ou quand on va voir la famille. Ça, c'est un des avantages de la CFE, de pouvoir rentrer en France et bénéficier du système de santé français. Exactement. Il y a un point qui est très important aussi quand on parle du Royaume-Uni et quand on parle aussi de la CFE, c'est que les Français qui vivent au Royaume-Uni ne sont pas loin de la France et beaucoup font des allers-retours entre les deux pays et en profitent lors de leur retour temporaire en France pour venir voir leur médecin, exprimer leurs symptômes en français, ce qui est quand même toujours plus confortable. Et donc avoir des soins possiblement. Et donc la CFE a créé un contrat qui s'appelle France Expat, qui ne couvre que les soins en France, parce que si je suis très bien couvert au UK par le NHS et mon employeur par exemple, j'ai quand même envie de me couvrir en France parce que je viens régulièrement, donc il y a le contrat France Expat de la CFE, et nous on a créé une complémentaire à France Expat, pareil, qui couvre en complément de la CFE les soins en France, et on a rajouté quand même quelques garanties pour couvrir sans la CFE, donc tout seul, ce qu'on appelle un contrat au premier euro, qui est inclus dedans, pour couvrir quelques soins au Royaume-Uni si je ne veux pas non plus attendre de rentrer en France pour des soins qui couvrent le système privé. Alors pour le système privé, on a eu la bonne surprise d'avoir un spécialiste qui n'était pas ce qu'ils appellent fee assured. Donc en gros ça veut dire qu'il peut dépasser les honoraires comme bon lui semble et que l'assurance rembourse jusqu'à un certain plafond, mais tout ce qui est au-dessus c'est pour notre poche. Donc la petite intervention que ma fille a eue au mois de juillet nous a coûté la modique somme de 700 pounds. Est-ce que c'est fréquent d'avoir ce genre de médecin ? En fait, il vaut mieux demander avant le prix des consultations et s'assurer que c'est bien pris en charge par son assurance privée. Qu'est-ce que vous conseillez ? Oui, comme disait Anne-Laure, en effet, on peut demander les tarifs parce que très souvent, ils sont affichés dans le système privé avant même la consultation pour savoir à quelle hauteur je vais être remboursé, parce que très souvent, on connaît aussi les plafonds de prise en charge. Mais je suis pas vraiment étonné par ce témoignage. Il y a parfois pas vraiment le choix, parce que si c'est le seul médecin disponible ou un médecin de qualité qu'on nous a préconisé, on a beaucoup de personnes qui payent ce type de consultation. Il y a un cabinet qui revient souvent chez les Français aussi au Royaume-Uni. Alors encore une fois, il est à Londres et je suis désolé pour les auditeurs qui vivent pas à Londres, mais qui s'appelle le Medicare et qui est un cabinet médical français, en tout cas francophone, et qui permet d'avoir un médecin qui parle français. Et ça c'est bien parce que bon là en l'occurrence je sais aussi que les tarifs sont affichés sur leur site et ça permet de parler en français. Donc je peux vous le conseiller aussi. Suite à quelques soucis répétés de santé pour ma fille, nous sommes allés voir le GP, ce qu'on appelle GP ici, le General Practitioner, dans le secteur privé, pour essayer de détecter un peu ce qui n'allait pas. Et ma fille a donc été diagnostiquée avec une maladie chronique et qui part en crise. Et donc là, elle était en crise
On a eu un suivi par le système privé pendant 3 mois, tout compris. Mais comme c'est une maladie chronique, l'assurance ne prend pas en charge sur le long terme. En règle générale, tout ce qui est maladie chronique, il faut passer par le système public pour que ce soit pris en charge. Le système privé ne fait pas les maladies longue durée. Pour ma fille, on a eu le cas où on lui a proposé par le système privé un médicament biologique. Donc ce médicament, avant d'aller l'acheter, bien sûr, il faut l'autorisation de l'assurance privée, qui pour le cas nous a dit que c'était pas pris en charge, sachant que ce médicament vaut plus de 1000 pounds, que pour avoir ce médicament en particulier, il fallait vraiment passer par le système public. Donc à ce moment-là, c'est là où on a commencé les démarches pour passer vers le système public. Quelle est votre lecture de ce témoignage ? Pas simple puisque tout dépend en fait du type d'assurance que l'on a localement. C'est vrai qu'encore une fois, quand je suis allé à Londres avec la CFE il y a 2 semaines, j'ai aussi eu des retours d'expérience de personnes donc assurées dans le NHS mais assurées aussi par des assurances privées. Et leur lecture, c'était de dire dès qu'on fait une demande de remboursement à notre assurance privée, on voit que l'assurance est suspicieuse et nous demande vraiment de montrer patte blanche, de prouver par A plus B que c'était pas une condition préexistante. C'est assez indélicat et assez peu confortable en fait de ne jamais savoir si on va être remboursé dès lors qu'on entame un parcours de soins. Donc c'est vrai que si on peut le faire dans le NHS et que le NHS est réactif sur cette pathologie-là, je pense qu'il faut privilégier cette option. Ou alors si on est assuré par exemple par un contrat d'assurance santé internationale, je pense qu'il n'y a pas cette suspicion et je pense que c'est quand même mieux pris en charge. Et pour ceux qui ont la CFE, qui ont une couverture en France, et que c'est possible pour eux dans leur logistique et pour le suivi de la pathologie de rentrer en France, ça peut aussi être une option parfois. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de clinique privée pour les accouchements en Angleterre. J'en ai jamais vraiment entendu parler. En tout cas, toutes mes amies ont accouché à l'hôpital public. Au niveau de la grossesse et de l'accouchement, pendant la grossesse, ici en Angleterre, on est suivi par une sage-femme. Et pareil, s'il n'y a pas de problème avec la position du bébé en fin de grossesse, c'est une sage-femme qui mettra le bébé au monde. Ça, je crois que c'est différent en France, où peut-être le médecin ou le gynécologue est plus impliqué dans la grossesse et dans l'accouchement. Après, au niveau antidouleur, même si l'épidurale est présentée comme une option à la maman, ils essaient vraiment de promouvoir les accouchements naturels ici en Angleterre. Par exemple, en mettant la maman dans une piscine d'accouchement ou bien en utilisant le gaz inert, je crois que ça s'appelle Antonox en France, pour gérer les contractions et pour soulager la douleur pendant l'accouchement. Ensuite, une fois que le bébé est né, la maman reste à l'hôpital max 1 ou 2 jours, si tout va bien. Elle ne sera pas dans une chambre privée, donc elle sera avec les autres mamans et les autres bébés dans un dortoir. C'est vraiment seulement si l'accouchement a eu des complications, par exemple pour les mamans qui ont eu des césariennes, que là, elles restent plus longtemps à l'hôpital. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres pays où on pense toujours à prendre une assurance privée quand on a un projet de maternité, ici Bénédicte nous explique qu'en Angleterre, c'est tout à fait normal et tout à fait possible d'aller dans le public. Exactement, c'est les retours que j'ai aussi, c'est-à-dire que vraiment le système public est très performant sur la maternité, notamment sur l'accouchement. En effet, il y a moins d'intérêt que dans d'autres pays à avoir une assurance qui couvre le privé et qui permet d'avoir accès à des établissements plutôt privilégiés par les expats. Là, on voit que les expats, entre guillemets au sens large, vont dans le public aussi en Angleterre. L'intérêt d'avoir par exemple la CFE pourrait permettre d'être remboursé et d'être couvert en France pour un accouchement.
parce que beaucoup de gens accouchent à l'étranger, mais il y a aussi certaines personnes qui veulent être proches de leur famille pour vivre ces moments-là. Donc voilà, la CFE pourrait permettre ça, par exemple. Mais en tout cas, le système public, je rejoins le témoignage, en tout cas, c'est ce que j'ai aussi, est très performant. Et je tiens à parler aussi du service 9 mois et plus, qui est un service que vous connaissez sûrement, qui a été créé par en plus une Française qui vit à Londres, qui s'appelle Pauline Fétu, qui a eu un trophée des Français de l'étranger et qui est une application où il y a notamment la possibilité de chatter avec des sages-femmes qui sont diplômées et parce qu'il y a beaucoup de pays où l'accompagnement n'est quand même pas aussi régulier qu'en France pour la grossesse et la maternité et la parentalité en général, parce que 9 mois et plus accompagne aussi les jeunes parents 9 mois après l'accouchement en fait. Donc c'est un service qui est voilà que je vous conseille et qui est très aimé par les Françaises et les Français aussi de l'étranger. Quel serait votre mot de la fin ? Le mot de la fin, ce serait quand même d'étudier la piste de la CFE. Sachez que tout le monde est éligible à la CFE, que l'on soit candidat au départ au Royaume-Uni ou qu'on soit déjà au Royaume-Uni depuis 10 ans, 20 ans. Ça permet au moins d'explorer la piste pour être couvert dans le système privé en Angleterre. Alors certes, la CFE ne va pas couvrir toute la dépense, mais là, vous verrez qu'il y a des solutions en complément qui s'ouvrent à vous. Et surtout, la possibilité d'être couvert en France. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Français lors de mes séjours au Royaume-Uni qui soit voulaient être couverts en France, soit préparent déjà leur retour définitif en France. Et la CFE permet aussi de ne pas avoir de carence à la sécurité sociale lorsque vous rentrerez définitivement. Donc, pensez-y, parce que sinon, il peut y avoir un effet de 3 mois de carence à la sécurité sociale pour réintégrer le système. Donc, plutôt, le mot de la fin, ce serait la CFE avec Santexpat. Eh bien, l'épisode se termine. Un grand merci Raphaël. Merci pour vos précieux conseils et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Amélie, j'étais ravi de participer à ce podcast. J'espère qu'il servira un petit peu les Français du Royaume-Uni et pour ceux qui souhaiteraient donc avoir des devis, des conseils sur les assurances santé internationales, n'hésitez pas à visiter notre site santexpat.fr, contactez notre équipe, on a un mail contact@santexpat.fr. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous via la plateforme, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Et je rappelle que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et laisser des commentaires. C'est un soutien précieux qui nous aidera à produire du contenu toujours plus pertinent pour les expatriés. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.